à tous et merci beaucoup de votre nombreuse présence. Ravi d'entamer un nouveau cycle d'entretien dans ce lieu de l'entrepôt qui est si merveilleux et de le faire avec Thomas Lévillane. Ravi aussi. Ravi de te recevoir donc dans un cadre que je voudrais préciser. Le pourquoi du choix de Thomas Lévillane. Alors, il apparaîtra sur l'écran, puisque ça tourne en boucle en permanence, et que dès l'introduction du PowerPoint, il est très vite informé que Thomas est co-organisateur, co-commissaire d'un important événement qui va avoir lieu le jeudi 19 septembre au musée d'Orsay de 14 à 21h30 sous l'intitulé « Le jour des peintres » et sous le sous-titre « 80 peintres contemporains de la scène française à la rencontre des visiteurs ». Je pense que tout ça est très important car on n'imprime jamais rien qui ne soit essentiel. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai proposé à Thomas cet entretien. Ayant été informé de cette opération, avec une parenthèse à laquelle, malheureusement, retenue en région, par une conférence, je ne pourrais pas voir ce jour des peintres, et j'en suis bien triste, parce que dans le lot de ces 80, il y a un certain nombre de têtes que je connais très bien. Thomas, tout de suite, je voudrais que tu nous dises, pour entrer dans le jeu, on va parler aussi de ton travail, bien entendu, parce que ça, j'y tiens, mais tout de suite, nous dire un mot sur cette opération. Alors, je ne l'appelle pas exposition. Oui, tu fais bien, c'est un événement. Alors, d'ailleurs, c'était une question qu'on s'est posée avec Nicolas Gosserand, donc, qui est le co-commissaire, on va dire, de cet événement. Chargé de l'art contemporain à Orsay, c'est ça ? Il est responsable de l'art contemporain, conseiller du président Sylvain Amic pour l'art contemporain à Orsay. Et en fait, c'est plus une aventure qu'un projet, dans le sens où c'est une chose qui s'est un peu faite d'elle-même, dans une espèce de confrontation entre moi, alors, je vais peut-être raconter l'histoire, ça sera plus simple. Je prends 5 minutes à raconter l'histoire. Fais-le. En gros, Nicolas Gosserand et Christophe Le Ribaud, qui est le président de Orsay, invitent Nathanaël Herbelin dans une exposition où c'était Nathanaël Herbelin exposé avec, j'arrive, je suis un peu fatigué, excusez-moi, avec Vallotton, Bonnard et... Avec les nabis. Voilà, avec les nabis, Vallotton, Bonnard, et j'ai oublié l'autre, voilà. Et Nicolas Gosserand est très étonné de comment Nathanaël parle dans les interviews qu'elle fait, parce qu'elle en fait des nombreuses, parce qu'elle est quand même au musée d'Orsay, et elle parle beaucoup de ses professeurs, elle parle beaucoup de ses amis, et ce qui est assez rare, en fait, de la part d'un artiste comme ça, d'un coup, être très partageur avec les autres artistes dans ce cadre-là. Et Nicolas Gosserand demande à Nathanaël est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose autour de la scène française, des choses comme ça dont tu parles, des artistes dont tu parles, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Et là, Nathanaël lui dit « appelle Thomas ». Pourquoi elle dit « appelle Thomas » ? Parce que moi, de mon côté, ça faisait 2 ans et demi que j'anime une émission, pour faire rapidement, j'anime une émission qui s'appelle « Les Apparences » sur Twitch et YouTube, où j'interviewe des peintres de la scène contemporaine française. J'en suis à 92 interviews de 1 heure, et en gros, mon idée, c'était dans une perspective de dérive climatique et du fait que je pense qu'il faut que je change la manière en tant qu'artiste, je voulais changer ma manière à moi en tant qu'artiste de vivre mon art, arrêter la concurrence avec les autres, arrêter le côté on va être aux mêmes endroits, séduire les mêmes endroits, arrêter d'y croire aussi à comment ce milieu-là est organisé. Je me suis dit, je vais prendre soin des autres et voir ce que ça donne. Et donc, je suis parti dans une aventure avec mon petit frère Niels pendant... tous les dimanches à 18h, à faire des Twitch, des interviews comme ça d'artistes, à juste m'occuper d'eux, m'occuper peut-être 6-10 heures par semaine d'un autre artiste, de quelqu'un d'autre que moi. En fait, ça a commencé avec une exposition que j'avais faite à Perpignan. Et après, on a élargi comme ça le champ. Enfin, quand je dis on, c'est moi.
j'ai élargi le champ à vraiment la scène française. C'est-à-dire, je ne sais pas de faire découvrir des gens, ou je ne sais pas d'avoir du goût, ou d'avoir mes goûts personnels dans l'histoire, mais plus vraiment de prendre ceux qui méritent, jusqu'à, pour décrire, le fait est que ça m'est déjà arrivé de me faire, alors je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire parce que c'est rigolo, ça m'est arrivé de me faire engueuler par un artiste en disant « tu devrais me prendre, je suis légitime à être pris », et de lui répondre « bah oui, je te prends, t'as raison, c'est légitime, j'ai rien à te dire, je te prends ». Donc voilà, pour dire que ça s'est fait un peu comme ça au fil de l'eau, donc c'était vraiment une aventure. Et donc quand Nicolas Gosserand m'appelle en me disant bah voilà, je voudrais faire quelque chose avec vous au musée d'Orsay, il m'a proposé un speed dating de peintres pendant la nuit des musées. Et je lui dis bah non, ça me paraît pas bien du tout, c'est ridiculisé, les artistes sont pas connus, donc il n'y a aucun intérêt à les rencontrer, ça n'amène pas grand-chose, voilà. Donc, peut-être préciser ce qu'est un speed dating. En gros, son idée, c'était d'avoir plein de peintres des apparences et que le public puisse parler pendant 3 minutes en tête-à-tête avec eux. Voilà, une espèce de jeu comme ça, et que moi, je devais animer la soirée comme ça. Et en gros, je lui ai dit, bah non, ça me paraît pas bien traiter les artistes. Parce que ça, c'est une chose aussi la chance que j'ai eue, c'est qu'en m'occupant comme ça de chaque artiste toutes les semaines, bah, il y a une confiance qui s'est créée entre nous, parce qu'en fait, en gros, même des gens que je ne connaissais pas, ils se disaient pourquoi il vient me chercher, qu'est-ce qu'il va me voler, et après ils se rendaient compte qu'en fait je leur donnais beaucoup, très généreusement, sans calcul, et que donc il y avait quelque chose où j'avais pris soin d'eux pendant 10 heures, à les interviewer le mieux possible, à les mettre en valeur le mieux possible. Donc il y avait quand même ce truc-là, une espèce de confiance, quoi, voilà, que j'ai gardé encore aujourd'hui. Et la question qui s'est passée après, c'est j'ai appelé Nicolas Gosserand le lendemain en lui disant bah écoute, quand vous invitez des réalisateurs de cinéma au musée d'Orsay, vous montrez leurs tableaux, vous montrez leurs films. Quand vous invitez des artistes, la moindre des choses, c'est de montrer leurs tableaux. Et là, normalement, on me dit non. C'est le moment où l'institution s'arrête et j'ai une barrière. Et là, bizarrement, Nicolas Gosserand m'a dit bah, passe dans les bureaux. Je suis passé dans les bureaux d'Orsay, c'était le vernissage de je venais faire un vernissage de mon exposition personnelle à la galerie Lévi Calvaire qui s'appelait L'Impuissance, et je me suis retrouvé dans les bureaux à passer 2-3 jours comme ça, à rencontrer tout le monde. Et en fait, il s'est joué un jeu assez étrange, et c'est pour ça que c'est vraiment pas un projet et c'est une aventure, c'est que c'est dessiné cette histoire du jour des peintres dans un rapport vraiment franc entre les artistes et l'institution qu'est le musée d'Orsay, les gens d'Orsay. Donc les gens d'Orsay me disaient non sur un truc, et je disais bon bah je vais voir chez les artistes, ils peuvent dire oui. Les artistes disaient non sur des trucs, et je disais bon bah je peux faire ça. Et j'ai fait la courroie de transmission comme ça, un petit peu très simple, finalement assez simplement, pour arriver à ce projet à la fin. Alors, donc, pour arriver à quoi exactement? Bah, justement, cette histoire, c'est donc... Je ne pourrais pas dire ce que c'est, parce qu'on ne l'a pas encore fait. Mais par contre, le fait est que c'est... donc l'idée, c'est qu'à 14h, le 19 septembre prochain, il y aura 80 peintres de la scène française accompagnés de leurs tableaux, disséminés dans la nef du musée d'Orsay. Accompagnés, ça veut dire il y aura leurs tableaux, ils seront à côté. Voilà. Et donc, mais leurs tableaux seront présentés sur les murs? Les tableaux sont dans les interstices de l'accrochage du musée d'Orsay. Comment? Les tableaux sont dans les interstices du musée d'Orsay, c'est-à-dire qu'on a pris tout le musée d'Orsay. L'idée, c'est que les touristes qui viennent, ils veulent voir le musée d'Orsay, on ne va pas les empêcher de voir le musée d'Orsay. Et donc, tous les endroits où il y a des petits trous, on met des tableaux. Mais où on les met, les tableaux? Dans la nef du musée d'Orsay. Mais on les accroche au mur? Alors, on ne les accroche pas au mur parce que justement, ça fait partie des problèmes numéro 792 de cette histoire. C'est que si on les accroche au mur, d'un coup, ça veut dire qu'on demande à la régie du musée d'Orsay de repeindre et tout ça. Et donc, on a plusieurs techniques, dont on pose des tableaux, on a des chevalets et on a des tableaux qu'on colle sur les murs, les mastabas ou des choses comme ça, voilà, dans l'architecture du musée d'Orsay. Donc donc si je comprends bien, j'essaie de suivre, hein, les tableaux ne sont pas accrochés sur les murs comme les tableaux d'Orsay. Pas du tout. Tu l'as expliqué, question de gestion, mais présentés sur des chevalets pour la plupart, je suppose. Sinon, à la limite, posés contre des éléments d'architecture, c'est ça que tu veux dire? Alors, pas posés parce qu'il y a tous des trucs de sécurité, mais oui, oui. En gros, oui, il y a tout un truc. Disons que là, par exemple, un des tableaux qu'on pose, il fait 4 mètres sur 5. C'est un tableau de Marlène Moquet qui fait cette taille-là, qui ramène un tableau de 4 mètres sur 5. Donc ça va être, il sera en face de l'enterrement à Ornans de Courbet. Et donc évidemment, c'est extrêmement beau et joyeux de l'avoir à côté de son tableau pendant toute la journée, quoi. Voilà. Bon, alors, quand j'ai reçu le mail, c'était pendant le mois d'août d'ailleurs, j'ai reçu ce mail, on en a parlé, j'ai vu ce mail, le jour des peintres, 80 artistes pour quelques heures, hein, si je calcule de 14 à 21h30, ça fait 7h30 exactement. J'étais un petit peu sur ma retenue. Je le suis toujours, hein, en toute franchise. Même, malheureusement, je ne verrai pas la chose. Mais sur le plan du concept, je me suis dit d'emblée, tu en as parlé,
la source de cette aventure, c'est l'expo de Nathalie Herbelin. Nathanaël Herbelin avec les Nabis, exposition personnelle à Orsay, avec effectivement ce jeu de confrontation de tous les artistes que tu as cités de cette période. Là, c'est 80 artistes qui vont pas même accrocher leurs tableaux sur les murs, ça, on peut le comprendre, mais est-ce que d'abord 80 d'un coup, plus cette manière de dispersion dans l'espace, est-ce que finalement le musée d'Orsay se dit « Voilà, je l'aurais fait, bonne conscience, salut les enfants ». Alors, premièrement, ce n'est pas du tout au musée d'Orsay de le faire. C'est-à-dire qu'on soit clair, c'est un musée du 19e siècle. Le fait qu'ils le fassent, c'est quand même complètement fou. C'est déjà hyper intéressant que ce soit eux qui viennent me voir. Je te l'accorde. Plutôt que le Centre Pompidou, le musée d'art moderne de la ville de Paris ou même un centre d'art. Enfin voilà, c'est une vraie question, ça, qu'il faudra se poser un jour. Voilà. L'autre point, c'est le fait est que on ne va pas accrocher les œuvres des artistes, on va dire, sans respect ou sans idée ou sans sens. C'est-à-dire que chacun, et c'était un jeu intellectuel super intéressant, on avait un comité scientifique avec Sophie Éloi, Laure Chaban, et Leïla Jarboué et Jean, j'ai oublié son Touzé, j'ai oublié son prénom, je suis désolé. C'est pas grave. On a passé 3 jours ensemble. On a vraiment fait un jeu assez dense pour savoir où mettre les. Jean-Rémy Touzé, voilà. La sélection, comment elle s'est faite? J'arrive. Avant le comité. Ah bah, d'accord, j'essaie d'aller dans le bon sens, mais la sélection, elle s'est faite par intelligence collective, c'est-à-dire que moi j'ai appelé les artistes en leur disant quel est le tableau que tu veux, qui va te représenter pour des gens qui ne te connaissent pas. Parce que là, je dois dire que cet événement n'est pas forcément fait pour les gens du milieu de l'art, et pas forcément fait pour les gens les plus pointus ou les gens qui connaissent déjà les artistes, bien que a priori il y en a beaucoup qui vont venir ce jeudi-là. On peut supposer que le visiteur du musée d'Orsay, il a envie quand même d'art. Ben nous, oui. Mais la question, c'est que la question, des gens qui connaissent. Oui, la question c'était de faire un événement pour plus toucher des gens qui aiment les musées, qui aiment l'art, qui vont dans des expositions et qui ne sont pas du tout au courant ou qui ne sont pas du tout touchés par le fait qu'il y a des artistes vivants, des peintres vivants. Et d'un coup, c'est juste leur faire un petit POC, un petit coucou pour dire, ben voilà, le jour des peintres, c'est au musée d'Orsay, donc d'un coup, ils peuvent s'intéresser. Et d'ailleurs, ils peuvent retrouver sur lejourdespeintres.com tous les artistes avec tous leurs tableaux et les 100 heures d'interviews que j'ai faites de ces artistes pour les rencontrer, puisque moi c'est une des choses que j'ai comme rapport, comme retour le plus positif par rapport à mon émission Les Apparences que je fais sur YouTube, c'est le fait que des gens me disent j'ose rentrer enfin en galerie parce qu'en fait je connais l'artiste et je sais qu'il est sympa. Voilà. Et donc ça c'est une vraie question que moi je comprends que ça pose un problème, que ça pose une question, mais moi je trouve ça intéressant. Par exemple là le musée d'Orsay, on attend entre 10 000 et 17 000 personnes en une journée. Je trouve ça intéressant pour un artiste d'être vu. Alors, ce qui m'inquiète, tout en comprenant très bien aussi le sens de cette opération, ce qui m'inquiète, c'est justement les chiffres que tu tombes, tu vois, 17 000, 80 artistes, comme si l'appréhension aujourd'hui de la scène de la peinture figurative française passait nécessairement par une comptabilité qui, on l'a vu au MoCo à Montpellier, annonçait 122 artistes sur un territoire qui n'est quand même pas la Biennale de Venise, et même les 30 artistes qui étaient au Sable d'Olonne et qui étaient à Dole. Enfin, j'étais dans ces expos alors. Comment? J'étais dans les 2 expos. Mais... Ben oui, tu étais ou les 50 artistes que tu as mis à Perpignan, oui. Les Apens. Donc moi, je suis des la fois un peu troublé par cette gourmandise numérique. Alors ça, on a eu cette discussion déjà une fois, mais je peux la reprendre. Le point, c'est de se dire où est-ce qu'on en est. Alors je comprends qu'on puisse on peut se pincer le nez ou se dire ah mais c'est trop global ou ces choses comme ça. Moi, je dois dire de mon point de vue, je trouve qu'on n'en est pas on n'en est pas à quelque chose de très brillant en général. Il n'y a pas la scène française et à des artistes géniaux et géniaux, très bons. Et je trouve que c'est très peu relayé. Oui, il n'y a pas 80 génies. Hein. Non, mais ils sont très bons, ils sont très braves, ils sont très courageux, ils sont très généreux, ils sont très intelligents, ils sont très cultivés. Ça, ils sont et c'est pas une question de génie, parce que génie c'est un critère qui m'intéresse pas. Par contre, le fait est que leur travail n'est pas relayé, à mon sens, assez par rapport à leur mérite.
on ne leur porte pas assez de soins par rapport à ce qu'ils méritent. Et donc ma question, c'est juste d'un coup partir de quelque chose de très large. Pourquoi très large ? Parce que justement, je pense qu'on n'est pas du tout connu, on n'est pas du tout montré. Et donc le fait de montrer une scène comme ça, c'est aussi une manière d'être très accueillant pour... Il n'y a pas de guerre entre artistes et tout ça. Parce que dès qu'on commence à faire des sélections et tout ça, et c'est là où tu m'as décrit, là j'ai encore vu sur le panneau qui a écrit critique Thomas Levidan, critique d'art. Moi je ne suis pas du tout critique d'art dans ce cadre-là, par exemple. Dans ce cadre-là, c'est une carte blanche aux apparences qui était un espèce de portrait de la scène française que j'ai voulu faire. Et il n'y a pas de... Moi, j'invite des artistes dont je n'aime pas forcément le travail. C'est-à-dire que si je faisais une exposition, je ne les mettrais pas dans mon exposition. Ça veut dire que dans les 50 que tu montes à Perpignan, et les 50, 80 à Orsay, 55, pardon, ouais, c'est donc qu'il y en a 25 de différentiel entre les deux opérations. Ce sont les 25 que tu n'aimes pas ? Non, alors j'en ai montré 50 à Perpignan, et il y a des artistes de Perpignan que je n'ai pas invités dans les apparences, par exemple, parce qu'ils n'étaient pas assez connus pour l'émission. Et dans les 80 que je montre à Orsay, je peux justifier pourquoi je les ai invités, voilà, à chacun. Voilà, que ce soit jeune, vieux, parce que c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que ça va de Gérard Tracandi, 75 ans, à Cyril Gulaxy, qui va fêter ses 30 ans le jour du 19 octobre. C'est quand même mignon. Bon voilà. anniversaire. 19 septembre, pardon. Mais alors, justement, vous faites ça avec Nicolas Gosserand, qui est chargé, comme tu l'as dit, auprès du président d'Orsay pour l'art contemporain. Lui, qu'est-ce qu'il a apporté en dehors d'apporter Orsay ? Est-ce qu'il est intervenu dans le choix des artistes ? Alors non, puisque c'était vraiment, justement, l'idée, c'était une carte blanche aux apparences. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi les artistes, il a vu ce que j'avais fait comme travail. En fait, quand on dit carte blanche aux apparences, c'est carte blanche à Thomas Levidan, on est bien d'accord. On pourrait dire carte blanche à Thomas Levidan si tu veux, sauf que... C'est pas si je veux, c'est une équivalence. Non, parce que les apparences, c'est pas Thomas Levidan. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai faite, j'ai créé un nouveau compte Instagram, les apparences, pour me distinguer. Oui, non, mais ça, c'est pas parce qu'on a plusieurs comptes chèques qu'on n'est pas... Non, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas... moi, je revendique pas le commissariat comme ça, autoritaire et tout ça. Moi, au contraire, je suis inclusif, je fais des câlins à tout le monde, quoi. Donc, j'accueille une scène que... sans faire de... Alors, quand je suis dans les apparences, quand je suis Thomas Levidan, critique d'art, si tu veux, quand j'écris dans Citizen K, par exemple, ce qui m'arrive... Toi-même, tu m'as dit, quand on a déjeuné et dîné il n'y a pas longtemps, tu m'as dit, non, je ne suis pas critique, je suis journaliste. Et ça me plaît bien que tu sois journaliste. Oui. Enfin, et pas critique d'art. En gros, quand tu es commissaire d'expo, tu deviens critique d'art. Franchement, je m'en fiche. c'est pas des problèmes... Non, mais il y a des mots. Les mots ont du sens. Non, parce que c'est des métiers qui existent à peine. Non, c'est pas... les mots ont du sens. Oui, mais c'est pas... Quand tu fais les apparences à Perpignan, alors, si je donnais tu choisis 50 artistes. Oui, alors si je devais avoir un argument, je dirais que c'est une question de... En gros, en France, on va dire, du XVIIe siècle au début du XXe siècle, c'est toujours les artistes qui ont tout fait. C'est-à-dire que c'est Chardin qui était tapissier du roi, donc qui accrochait le salon à son époque. C'est Delacroix qui était patron du salon et qui va dire « Ah, ce Manet, il est intéressant, on va le mettre dans le salon ». Donc ce que je veux dire, c'est que moi, pareil, il y a toujours eu des artistes qui écrivaient, que ça va de Vallotton à Delacroix en passant par Picasso. Donc moi, j'ai jamais eu de problème à être peintre qui fait des trucs. Voilà. Et je dois dire que, par exemple, faire un truc aussi énorme que Orsay, en vrai, je trouve ça beaucoup plus facile que de faire une bonne peinture. Donc voilà, je le fais. Et le fait est que c'est vraiment moins compliqué, en fait. D'accord. Mais alors, il y a une formule que tu ressasses positivement dans tout ce que tu fais, tu parles de la vitalité de la scène française. Et plus précisément, disons-le quand même, je crois, vitalité de la peinture figurative française. On est bien d'accord ? Figurative, non, mais oui. Si je feuillette, et je l'ai fait bien sûr, les apparences, il y a très peu d'artistes qui sont sur le territoire de l'abstraction, c'est sûr qu'il y en a moins, de la non-figuration. On est d'accord. Il y a donc un distinguo aussi décisif entre les peintres figuratifs et les peintres non figuratifs ? Ça, pareil, je pense que c'est une question... Comment tu peux défendre l'idée si tu veux défendre la peinture ? Faut être ici et là. Mais je défends pas la peinture, c'est ça que c'est que si, tu défends la peinture, c'est comme... non, parce que faudrait être plus précis. Là, on est dans un lieu qui est aussi un lieu de cinéma,
qui défend le cinéma? Enfin, ça serait complètement stupide. Je veux dire, défendre un médium, c'est un truc qu'on est ramené. On défend un mode d'expression. Par contre, ça, je citerai Maud Maris, voilà, qui est une artiste que j'aime beaucoup et qui, quand elle va en Angleterre, elle dit qu'on la traite comme une artiste. Quand elle se retrouve en France, on l'appelle peintre. On la ramène à son médium. Et ça, c'est une vraie question. Et encore une fois, on pourrait me reprocher de m'intéresser qu'aux peintres, mais le fait est qu'on a été médiumisé, c'est-à-dire qu'on a été ramené à notre médium pendant très longtemps, et que donc, il y a un effet un petit peu de famille ou de bulle autour de ça qui est quand même... se le faire reprocher après, c'est un peu dur, quoi. Voilà, parce que moi, j'adore l'art contemporain, j'ai aucun problème, j'adore les installations, j'adore la photographie, j'adore plein d'artistes différents comme ça. J'ai aucune envie qu'il y ait que de la peinture ou des choses comme ça. Par contre, le fait est que, oui, il y a un travail... long et important à faire autour de ces artistes peintres, parce que vraiment, au final, il n'y a pas grand-chose pour eux, quoi. Alors, moi, je pourrais donner un exemple, par exemple, excuse-moi, ouais, c'était juste pour la photographie, il y a le Festival d'Arles, il y a la Maison européenne de la photographie, il y a les Jeux de Paume, il y a Paris Photo. Où est-ce qu'on peut voir à Paris de la peinture, par exemple, ne serait-ce qu'européenne? Il n'y en a pas. Non, mais c'est intéressant, et là, je te suivrai sur un certain nombre de points par rapport à ces absences-là. Mais par exemple, le jour des peintres, ça va être une seule fois dans la vie d'un artiste. Ce qui serait quand même génial, c'est que ce soit tous les ans le 19 septembre. Eh bien, ça, c'est une volonté du musée d'Orsay pour l'instant. J'ai pas dit que c'était... C'est pas une volonté de ma part, parce que moi, ça me terrifie, mais eux, ils ont tendance à vouloir en refaire. Ouais. Mais il faut instituer ça. Eh ben, c'est voilà, évident qu'il faut là, encore une fois, je suis dans l'aventure, donc on n'en parle pas encore, mais en tout cas, eux, ils voudraient. Voilà. Donc c'est bien qu'il y a... Je pense que, par exemple, ce genre de gestes, qui évidemment, ils ne sont pas à la hauteur de l'idéal, de ce que ça serait, mais moi, je préfère le réel à l'idéal. Et dans le réel de l'idéal, le fait est que oui, ça va, je pense que ça secoue un petit peu aussi un peu tout le monde de se retrouver avec le fait est que Nicolas Gausserand et moi, on a commencé à en parler en mars, et que là, en septembre, on le fait, quoi. Donc il y a aussi un rapport par rapport à l'institution. C'est plutôt satisfaisant, effectivement. Mais même, il y a un rapport à l'institution qui veut dire que ça peut bouger, ça peut secouer, voilà. Et je pense que c'est pas dû à moi, je pense que c'est dû à la certitude de la vitalité de la scène française, encore une fois, de tous ces artistes qui m'ont parlé pendent 1 heure. Donc à la prise de conscience de cette vitalité. Oui, mais ça, il fallait juste la montrer, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai juste fait ce travail-là qui est quand même fou, c'est que j'ai fait un travail très simple qui est de dire, regardez-les, et d'un coup, ils ont dû prendre en compte cette chose-là. Donc c'est juste montrer. Cette vitalité, elle n'est pas nouvelle. Mais la question, c'est qui la voit? C'est ça la question. C'est quel est le passage? Encore une fois, là, moi, ce que j'essaie de faire, c'est ouvrir les fenêtres et me laisser passer un peu d'air pour tout le monde. Mais quoi. ça n'est pas. Oui, mais il y a déjà pas mal de temps qu'on la voit, cette vitalité. Mais où? Mais sur la scène française. Mais non. Mais bien sûr que si. Bah non. Écoute, regarde, il suffit de traverser les décennies qui précèdent pour t'apercevoir qu'elle est réellement présente. Alors ça, je pense que c'est une différence il y a un écart entre, par exemple, les gens qui travaillent dans le monde de l'art et les artistes, c'est que les artistes, ils vivent concrètement ce que ça a comme effet sur leur corps, sur leur quotidien et tout ça. Et même des gens très importants, même des gens très connus, même des gens reconnus qui sont dans les livres d'histoire et tout ça, tu vas leur parler, ils te diront bah non, franchement, c'est la galère, c'est dur, il y a des rapports de force, tout est difficile, des rapports avec des institutions violentes, et ils sont pas non, ça se plaint beaucoup. Alors moi, j'ai une tendance à me plaindre, donc d'un coup, tout le monde se plaint auprès de moi, ça il y a un vrai effet, mais je peux faire un bêtisier de tout ce qui s'est passé. Non, il y a vraiment, non, c'est pas du tout ça. J'ai l'impression. Moi, je vois ma meilleure amie est réalisatrice de cinéma, elle s'appelle Justine Trier, elle a eu des Oscars et tout ça, bon, ça c'est autre chose. Mon meilleur ami, c'est Aurélien Bélanger, qui est un écrivain. Je peux te dire que la société a accueilli différemment ces artistes-là que moi en tant qu'artiste. On pourrait dire que je suis très très mauvais ou quoi que ce soit. Le fait est que moi, je n'ai vu que difficultés, complications, trucs en force, et je pense. Quand je dis ça, je pense pas à moi, je pense à tout le monde dans cette histoire. Mais tu ne me contradierais pas en considérant qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de possibilités de monter son travail qu'il y a 40 ans. Enfin, tu n'étais pas là il y a 40 ans, mais tu as dû quand même, avec intelligence, t'intéresser à ce qui s'était fait. Oui. Et il y a 40 ans, il n'y avait rien. Oui, mais encore ça, Donc, en 40 ans, c'est incroyable tout ce qui s'est passé. Ce que je vois, et pour la peinture. Moi, regarde les années 80, explosion de la peinture en Europe.
avec la trans-avant-garde en Italie, avec les néo-expressionnistes allemands, avec la figuration libre, la figuration cultivée, l'art graffiti. Oui, et pendant ce temps-là, il y avait toute une institutionnalisation du monde de l'art en France, très centralisée, qui d'un coup balayait la peinture de cette histoire-là, puisque d'un coup, ça ne rentrait pas dans le cadre. Donc ça, c'est les années Buren, c'est tout ça, où d'un coup, évidemment, on évacue tout ça. Les années Buren. Bah non, mais il ne faut pas mélanger. Tu as les années 60-70 qui sont les avant-gardes. Quand je dis les années Buren, c'est le moment où il prend... très favorables, les années 90, beaucoup moins. Les années 2000 recommencent à l'être. Et en ce moment, attends, moi j'ai fait un tour de galerie depuis 15 jours. C'est après 2008. C'est effarant tout ce qu'il y a comme peinture. Là, on a besoin de critique d'art pour le coup. Mais ça, c'est parce que c'est un mouvement cyclique. Mais ça peut être un mouvement cyclique, encore une fois. C'est un mouvement cyclique, c'est un mouvement de mode. C'est dans la nature de l'individu, si je puis dire. Non, c'est mal organisé, c'est tout. Parce que la question, c'est qu'une carrière d'artiste, c'est pas 10 ans, c'est pas 5 ans, c'est 60 ans. Et donc les mouvements cycliques, c'est trop facile de les... Il n'y a pas que la peinture dans l'art. La parole. Oui, non, j'ai pas du contraire. On est d'accord. Par exemple, il faut de la place pour tout le monde. Là, il m'est arrivé cet été de parler avec Bernard Blisten à la radio à France Culture, quand il parlait de Monde Nouveau, 30 millions d'euros dépensés pour les artistes en France. Sachant que toutes les FRAC de France, c'est 28 millions d'euros de budget, donc c'est 30 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent donné par l'Europe aux artistes. Le fait est que sur, je ne sais plus combien, 450 artistes, il n'y ait pas un seul peintre, c'est quand même très problématique. Alors, je suis d'accord, j'ai écouté évidemment avec attention l'émission avec Blisten, mais si tu veux, ce qui me frappe, c'est que tu cales cela, alors tu ne l'as pas encore sorti, mais tu n'aurais certainement pas tardé de le faire, en me disant, voir les achats des fracs. C'est toi-même. Non, c'est 13% les fracs pour la peinture. Ouais. Donc, mais il reste qu'il y a des collectionneurs, il y a des individus, il y a des galeries, il y a plein de galeries qui défendent la peinture. C'est aussi par là que ça passe, l'écosystème de la peinture. On va souffler. Un artiste génial comme Julien Benetton, que tu soutiens depuis très très longtemps. Tout à fait. Julien Benetton, il est exposé en ce moment. Il a eu peut-être, 5-10 ans de traversée du désert où il ne s'est pas passé grand-chose. Pas du tout. Il y a de l'an dernier, on a fait une grosse exposition mais je suis désolé. Ouais. On a fait une grosse exposition au FRAC Picardie l'an dernier. Oui, ça c'est justement c'est son retour. Ne me dis pas qu'il y a une traversée du désert. Avant, oui. Avant, il a eu du mal et si tu lui en parles, il te le dira. Il n'a pas de galerie d'art, voilà. Non, mais ça, je le sais qu'il n'a pas de galerie, Julien. Non, mais voilà. Donc, mais il n'y a pas que Julien qui n'a pas de galerie. Oui. Iris Levasseur n'a pas de galerie. Et je pourrais en citer plein. Grégory Forstner n'a pas de galerie. Mais ce n'est pas ça qui fait que la peinture n'est pas vue ou la peinture n'est pas dans une circulation. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Moi, je pense concrètement à la vie d'Iris Levasseur ou de Grégory Forstner où c'est pas super cool, quoi. Hein. Et donc non, il n'y a pas, et c'est des artistes méritants, il n'y a pas de problème. Méritants, mais ni Grégory ni Iris Levasseur ne sont encore dans les apparences. Oui, sauf que j'ai invité Grégory Forstner au Collège de France, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Oui, ça restait dans un microcosme très sélectif. C'est toi qui parles tout à l'heure. Jeff Koons, Grégory Forstner, je pense que ton opération... Il y avait 450 personnes dans la salle Marguerite de Navarre, c'était pas mal. Mais attends, je préfère... Ça a fait quelque chose comme 20 000 vues dans C'était passionnant, mais on était entre soi. Il ne faut pas rêver. T'es d'accord. Le Collège de France, c'est encore une fois, moi je fais des choses réelles, donc les choses réelles, elles sont toujours un peu décevantes, un petit peu pas parfaites. Non, mais c'est bien aussi que tout ça existe. Je discuterai pas là-dessus. Oui, mais donc la question, c'est la question du ton là. Mais alors, il y a une question sur laquelle est-ce qu'on y va plus doucement ou pas ? Je voudrais qu'on aborde une question. J'avais proposé, c'est pas paru partout, si je puis dire, d'intituler cet entretien Où en est la peinture. Moi, je voudrais qu'on parle de contenu, parce que somme toute, j'ai pas l'impression que dans tout ce qui est brassé comme cela, le contenu lui-même, on n'en parle pas beaucoup. Okay. Alors moi, je voudrais que tu me parles de contenu, et pour cela, je vais te demander de parler de ton travail déjà. Donc, c'est pas lieu là. Ton travail, on le connaît, il figure. Non, mais je vais parler du jour des peintres et du contenu des jours des peintres, parce qu'il y a quand même un contenu, dans le sens où chaque pièce, encore une fois, je me répète, mais chaque œuvre qu'on a accrochée, on l'a accrochée avec du sens. Donc, alors, par exemple, je vais donner des exemples. Vous connaissez L'origine du monde de Courbet. Voilà, donc c'est un sexe qui s'ouvre, offert comme ça, de manière réaliste, tout ça. Et on met à côté un tableau de Katia Brodarel qui s'appelle Le Printemps, qui est une peinture hyper réaliste où il y a une femme nue dans la lumière et dans la nature. Et on croit qu'on va avoir accès à ce tableau, on pense qu'on va avoir accès comme ça en voyeur au tableau, en allant goûter le tableau de près, parce qu'il est très très figuratif, très, on va dire, hyper réaliste.
Et d'un coup, on se retrouve à s'approcher du tableau. Et en fait, le fait est qu'entre les taches de lumière et le fait que le corps de la femme soit dans les plantes, en fait, tout ce qui peut être réaliste s'enlève de nos yeux. C'est-à-dire on ne peut pas voir en fait ce nu. On n'a pas accès à ce nu. C'est celui que je crois qui passe à ouais, l'écran. il est vert. Voilà. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que comme quelque part... Je vais y arriver, je vais finir ma démonstration. Et la question, c'est que le tableau, c'est un autoportrait de l'artiste qui a une cinquantaine d'années. Et d'un coup, elle se donne sans se donner. Et finalement, elle retrouve un mythe qui est le mythe de Apollon et Daphné, où Apollon, fou amoureux de Daphné parce qu'il a été piqué par Cupidon, se jette sur elle pour la violer. Et Daphné, la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est de se transformer en végétal. Voilà. Elle se transforme en végétal. Et la question, c'est que là, on se rejoue cette chose-là plastiquement dans l'exposition. Et donc, évidemment, d'avoir ce tableau-là à côté d'un tableau qui s'offre complètement comme un morceau de boucherie, ça peut être intéressant. De la même manière, je peux penser à Julien Benetton, avec un peintre à côté d'un peintre orientaliste, où le peintre orientaliste a traité l'Afrique avec... comme ça, où les visages sont personnes, alors que quand Julien Benetton peint des gens qui vivent en Afrique, des Africains, c'était au Mali, c'était des Maliens, pardon, les Maliens, il les peint comme des personnes, quoi. Et je suis pas C'est-à-dire que sûr... les préoccupations ne sont pas du tout les mêmes entre la peinture extrême orientaliste d'Orsay. Non, et pourquoi j'en parle, c'est parce qu'on en a parlé au téléphone avec Benetton, qu'il était lui-même surpris. Mais en tout cas, je pense que le fait est que la peinture de Julien, je ne suis pas sûr qu'elle s'en sorte pas mieux que le tableau d'Orsay. Donc ça, c'est aussi un autre point, c'est par exemple aussi, alors ça on va dire que c'est plus anecdotique, mais ça m'intéresse quand même aussi, on montre un tableau d'Apollonia Sokol, les bras écartés, nus, le tableau s'appelle Moi, on ne peut pas faire plus, voilà. Elle a des poils sous les bras, voilà, elle est complètement nue, et évidemment on la met dans la salle des autoportraits d'Orsay, où il y a Meissonnier, Cézanne, Vallotton, et évidemment il n'y a que des hommes dans cette histoire, et on met une femme au milieu de tout ça, et je trouve ça... Voilà, assez intéressant. C'est pas intéressant pour une exposition qui va durer 3 mois, c'est intéressant pour une exposition qui dure 7 heures. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des... Ah, là, tu viens de dire une exposition. Oui, mais enfin, ça va. Ah, ben, excuse-moi, il y a des mots. Pinaillon. C'est pas... Encore une fois, oui, parce que c'est pas les mots, la peinture, c'est des choses plastiques, c'est pas... on est au-delà des mots, donc c'est pas... on n'est pas là à faire des catégories. Nous, on utilise les mots pour en parler. Oui, mais la question d'utiliser des mots, c'est pas des mots d'autorité, des mots de... Mais ce que je voulais dire par rapport au contenu, Thomas, ce que je voulais dire par rapport à ton contenu, est-ce que tu pourrais, compte tenu que tu brasses très largement depuis plusieurs années toutes ces quantités de production artistique, de qualité pour la plupart. Toutes. Non, pour la plupart. Si, toute qualité. Ouais. Si, on peut pas dire qu'il y ait c'est vrai que le mot médiocre, qualité, on peut dire qu'il y a de la bonne qualité et de la mauvaise. Donc toute de qualité. Voilà, ouais. Non, mais est-ce que tu perçois quelque chose qui puisse être une sorte de signe à partir du contenu iconique de notre époque? Alors, moi, j'ai un petit. Je pense quand même qu'il y a des. Je pense que ça dépend des âges et des générations. Je pense que ça dépend des groupes. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à par exemple, Nathanaël Herbelin, Apollonia Sokol, Jean Clarac, Cécilia Garnara, Christine Safa. Ils ont été très ensemble pendant un moment et tout ça. Ils sont montés un peu ensemble comme ça. Donc, ça crée des choses intéressantes. Voilà. Moi, je dois dire, et je ne devrais pas le dire, mais je vais le dire, que je crois qu'il y a quand même des scènes, quand je parle de scène française, j'ai aucun problème à le dire, c'est-à-dire que je pense que la scène française est différente de la scène allemande, est différente de la scène anglaise. Mais en quoi ? J'y arrive. Rien de commencer par dire il y a des scènes, c'est déjà quelque chose qu'on pourrait dire que dans les années 90, on n'avait pas le droit de le dire. Je tiens à le dire. Il y a un livre de Jacques Thuillier là-dessus où voilà, non, mais dans les années 90, c'était une vraie question. Je te l'accorde, la peinture, on était beaucoup plus universaliste et tout ça. Moi, je pense vraiment qu'il y a des scènes liées à la géographie, liées à la géographie, l'ambiance, la culture du pays et tout ça, quoi. Mm-hmm. Pour la peinture française, si je devais faire on va dire vite fait, trois caractéristiques, je pense que les artistes français ont plus de rapports, comparé à d'autres scènes, ont plus de rapports à l'histoire de l'art, c'est-à-dire n'hésitent pas à être beaucoup plus citationnels, à avoir un rapport cultivé comme ça avec le côté traditionnel de l'art, c'est-à-dire pas hésiter à regarder les anciens, en parler. Quand on va à New York, la plupart des artistes, ils pensent que ce qu'il y a 10 ans est vraiment de l'histoire ancienne, et voilà, ils passent à autre chose. Il y a le fait que, alors ça je pense c'est un effet d'école d'art, il y a beaucoup d'artistes qui se justifient beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à essayer de faire du méta sur pourquoi ils peignent et tout ça, c'est un des effets les plus drôles
D'ailleurs, c'était pas drôle, c'était un peu sordide, mais c'était un des effets du Collège de France quand j'ai organisé un colloque au Collège de France. C'était impressionnant de voir comment tous les artistes étrangers disaient « je fais ça », et comment tous les Français disaient « je fais ça parce que… » à essayer de se justifier, quoi. Cartésien. Et ça, c'est cartésien ou c'est aussi un effet d'école où on veut vraiment justifier pourquoi on fait les choses et… je ne sais pas si c'est si intéressant que ça, mais en tout cas, voilà. Et le truc le plus important, et ça, je pense que c'est vraiment ce qui fait la grande qualité de cette scène, c'est, et qui même, alors là, m'intéresse à un point que, voilà, qui même fait une cassure, à mon avis, avec toute l'histoire du modernisme de la peinture du XXe siècle, c'est que les peintres du début du XXIe siècle s'intéressent beaucoup plus à la matière et à la texture, à la pâte, à la qualité de pâte, à la qualité de surface, vraiment à l'incarnation qu'est la peinture. Ça, je pense qu'il y en a vraiment, c'est un continuum dans les gens qui sont dans le jour des peintres. Il y a vraiment beaucoup de qualités de peinture différentes, de traitements de peinture différentes. Et ça, je pense, c'est vraiment une variété. Ça, c'est une autre chose qu'on peut dire aussi qui m'intéresse, c'est que quand on dit peinture figurative, bon bah voilà, là on a non, quand même… c'est que tu dis peinture figurative, pas on dit. Ouais, bon. Je ne sais pas à quoi ça servait de me couper la parole, mais il y a sur 80 peintres, on va dire qu'ils ne sont pas tous figuratifs, mais sur 80 peintres qui se disent figuratifs, le fait est qu'on voit une variété de ce que c'est que la peinture figurative qui montre que vraiment, ça n'a aucun sens de faire une catégorie comme ça. C'est-à-dire que d'un coup, ça va dans tellement tous les sens que, voilà. Moi, je suis plus à m'intéresser à un artiste, voire un tableau de cet artiste, plutôt que… voilà, je pense que Velázquez avait des mauvais tableaux, par exemple. Donc, c'est pas tout Velázquez. Je trouve ça intéressant de s'intéresser à chaque objet. Moi, si je réussissais un tableau dans ma vie, je serais heureux, quoi. Voilà. Donc, c'est pas des gros blocs comme ça. Voilà. Et après, je pense que le fait de voir cette vitalité-là, encore une fois, et de voir toute cette énergie-là, ça peut faire aussi du bien, tout bêtement, de juste se rendre compte qu'on est un pays formidable. Là, on a réussi à voir ça avec les Jeux Olympiques, où un petit peu de joie. Ça fait pas de mal. Voilà. Et donc là, d'un coup, le fait est que c'est un peu dans cette optique-là que je suis depuis longtemps avec les apparences, c'est-à-dire à la fois sérieuse et décontractée, mais quand même très enthousiaste. Encore une fois, pour moi, c'est de la joie. À faire, à créer, c'est de la joie. Et donc, c'est vers là que je vais et pas ailleurs. Voilà, pas ailleurs. Donc, tu es le Estanger de la peinture française figurative. Estanger. Président du comité des Jeux Olympiques. Estanguet, pardon. Oui. Qui a créé la… Non, c'était un joke. Oui, non. Mais pourquoi pas, d'ailleurs? Encore une fois, moi, j'ai l'impression de faire le boulot. Il a réussi un coup fabuleux, faut bien dire. Je ne sais pas si c'est que lui, mais en tout cas, c'est le fait que là, c'est que moi. Non. Et j'ai pas de. N'oublions pas Gosserand. Non, mais quand je dis là, je parle des apparences. D'accord. C'est que moi et mon petit frère Nils, une heure par semaine, voilà, pour faire la réalisation. Mais le point, c'est justement de dire, il a suffi que je prenne soin des. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai fait un truc très con. J'ai pris soin des autres 10 heures par semaine pendant 2 ans et demi, et on se retrouve à Orsay. C'est quand même rigolo, quoi. Il y a quand même un truc où c'est pas. Ça veut dire que vraiment, on peut faire des choses. Voilà. Et moi, c'est un rapport que ça me console par rapport à la dérive climatique et tout ça, de se dire que je suis dans l'action et pas à me plaindre, à gémir, à juger de loin ou je sais pas quoi. Je fais les choses et je vois bien ce qui se passe. Et là, il se passe ça. Donc c'est quand même intéressant. Mais alors justement, Thomas, comment tu arrives à partager ton statut d'artiste avec cette action qui ne relève pas de la création artistique? Mais pourquoi le partager? C'est-à-dire qu'encore une fois, la vie, c'est des flux, c'est de l'eau. Moi, je suis un torrent qui se déplace. Il n'y a pas d'endroit où je m'arrête. Donc, un de ces quatre, tu vas ouvrir une galerie. Mais pourquoi pas? Oui, bien sûr. Mais pourquoi pas? Encore une fois, je ne m'en empêche pas. C'est-à-dire, c'est pas. Moi, je vis les choses, je vis mon art, je vis les choses. Et là, par exemple, je sortais de mon exposition. Alors, c'est arrivé comme ça. Je sortais d'une exposition où ça faisait 2 ans et demi que je travaillais sur l'exposition. Bon, je fais autre chose. 4-5 mois, j'ai la souplesse de pouvoir le faire. Je le fais. Voilà. Et puis, évidemment, je ne vais pas dire non, c'est trop marrant. Voilà. Alors, tu as aussi une activité, je ne sais pas si elle se poursuit toujours, à Citizen K. Oui, à Citizen K, j'écris des articles que personne ne lit, mais par contre, ça me permet de… Non, mais ne t'inquiète pas, pendant 33 ans, j'étais à la revue L'Œil, je sais très bien qu'on n'a pas lu les articles. Ouais. Pas grave, mais ils existent. Et donc là, pour le coup, ce qui m'intéresse, c'est qu'en écrivant ces articles, qui sont des articles de fond, hein, c'est des articles qui font 15 000 signes, où vraiment, en fait, j'ai travaillé sur autre chose que moi-même, et pas travaillé sur des articles contemporains, et plus les anciens. Donc là, par exemple, cet été, j'ai travaillé 1 semaine sur John Martin, un peintre anglais, voilà. Et c'était passionnant parce que d'un coup, ça me donne aussi ça me donne des idées de peinture, ça me donne, voilà, je me nourris comme ça.
Et en fait, ça a commencé, Citizen Car, en 2016. J'avais une page comme ça à chaque numéro. Puis là, en ce moment, j'en ai une quinzaine à remplir à chaque fois. Voilà. Et c'est une vraie liberté et aussi une joie de s'intéresser à autre chose. Et ça m'a nourri dans ma peinture, puisque par exemple, j'ai travaillé sur Rosa Bonheur en 2017, je crois, ou un truc comme ça. Et personne ne s'intéressait à Rosa Bonheur à ce moment-là. Le fait est que j'étais dans le catalogue d'Orsay. Ils m'ont invité à écrire dans le catalogue d'Orsay parce que Leila Gerboué, qui était la commissaire de cette exposition, avait cherché sur Internet ce qu'il y avait sur Rosa Bonheur. Le meilleur article qu'elle avait lu, c'était sur mon site. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et voilà, et tout ça est encore une fois très vivant et très joyeux. Et Rosa Bonheur m'a donné plein d'idées de tableaux par rapport à sa peinture, quoi. Donc voilà, c'est une manière de... J'aime bien passer peut-être 4-5 jours à m'occuper d'autres choses de manière poussée. Voilà. Donc par exemple, John Martin, j'ai vraiment lu peut-être 8 livres sur lui pour écrire mon texte, qui est un chef-d'œuvre, on va pas se mentir, mais mon rédacteur en chef m'a pas dit que c'était un chef-d'œuvre, je l'ai appelé, je l'ai engueulé, mais voilà. Quand est-ce que tu as le temps de peindre ? Eh ben, j'ai beaucoup le temps de peindre, mais moi j'ai une vie très monacale où je suis tout seul dans le vide tout le temps. Là, d'ailleurs, je dois dire que je commence à voir un peu trop de gens tout le temps, alors que d'habitude, moi je suis très social dans la mesure où je peux rester dans mon coin pendant longtemps, mais je ne prends pas de vacances, je dors peu et je travaille peut-être quand je peins, je travaille 16 heures par jour, quoi. Donc tout ça voilà. Et après, la question de la production et encore une fois, de la carrière d'artiste et tout ça, je dois dire que oui, je suis un peu dégoûté de ça, ou moins intéressé, je ne devrais pas dire ça devant mes galeristes, mais il y a un truc où j'ai du mal à vouloir m'imposer, à produire plein de tableaux et tout ça, dans un monde en pleine dérive climatique. Là, en ce moment, le Brésil est en feu. Cet été, le 30 juillet dernier, c'était le jour le plus chaud qu'on ait jamais mesuré dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Je pense que le chaos existe depuis que le monde est monde. Ah ouais, mais ça, on va pas parler maintenant de la dérive climatique et du fait que ça n'existe pas. Mais je peux pas tout faire tous les débats à la con là, quand même. Mais, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais le fait est que on est dans une situation absolument déplorable, absolument terrible, et que dans ce changement de paradigme qui est de passer de l'Holocène, 10 000 ans d'une ère géologique qui ne bouge pas et qui reste fixe, à l'Anthropocène où on ne sait pas où on va et on va vers une dérive climatique. Moi, mon travail en tant qu'artiste, c'est d'arrêter de jouer la concurrence à la con des années dans lesquelles j'ai été élevé et dans le milieu dans lequel je vis, d'un peu mépriser ce milieu parce que quand même, il y a plein de choses qui ne vont pas. Ça va des MeToo invisibilisés à une espèce de lutte, de snobisme général alors qu'on est 4% du marché mondial de l'art en France. Que la France est 4% du marché mondial de l'art, donc on peut se calmer, à être snob, ça va, on peut baisser d'un ton. Qu'intellectuellement, tout ça n'est pas très intéressant si on regarde un peu la philosophie. Moi, j'étais ami avec Clément Rosset, un grand philosophe, et je peux dire que c'est pas très intéressant ce qui se passe intellectuellement dans le milieu de l'art. Donc voilà, on peut se calmer un petit peu et commencer à dire que l'art, c'est fait par les artistes, et repartir des artistes pour faire quelque chose de plus intéressant et plus vivant. Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup d'endroits ou beaucoup de lieux d'art où d'abord je m'ennuie. Je voudrais te faire réagir sur cette formule de Francis Ponge. Ah, j'adore. Oui, je sais bien. La fonction de l'artiste est fort claire. Il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde, les fragments, comme il vient. Oui, c'est très beau. Ça te convient, ça ? Ah oui, complètement. Ouais. C'est ce que tu penses que doit être la mission de l'artiste ? Réparer le monde ? Encore une fois, moi, je pense que... Alors ça, c'est une chose que j'ai compris et qui m'a beaucoup libéré en faisant les apparences et en interviewant peut-être 92 peintres. Je pense à Marc Desgrands-Champs, par exemple. Personne ne contrôle rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est du laisser aller, c'est de laisser vivre les choses et tout ça. Et donc, en fait, on subit un peu notre art, mais comme les écrivains ont une dictée, quoi. C'est des choses... On est porté par ce qu'on fait. Il y a des logiques qui se font vivantes, mais il n'y a pas de contrôle, quoi. Mais le fait est que oui, je pense aussi à, par exemple, Les Phares de Baudelaire, où Baudelaire parle de plein de peintres comme ça, et à la fin dit que qu'est-ce que c'est que la peinture ? C'est le témoignage de la dignité humaine, un ardent sanglot qui court d'âge en âge. Cet ardent sanglot-là, la dignité, oui, je pense que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup en vieillissant, pas au départ. Ça m'intéresse beaucoup. Et le fait est que je pense que moi, les artistes que j'ai interviewés, je les aime humainement beaucoup. Enfin, je trouve, voilà, j'ai beaucoup de respect pour leur travail et pour leur... même si j'aime pas leur travail, c'est-à-dire j'ai beaucoup de respect pour leur engagement, leur implication et tout ça. Et le fait est que je trouve que c'est des gens que j'ai envie de partager. Voilà. Ça veut dire qu'on n'aura jamais, de ta part, en tant que organisateur d'expo ou commissaire d'exposition, une exposition qui
relèverait d'un choix. Si, pourquoi pas. D'un choix. Si, pourquoi pas. Non, bien sûr. Ciblé. Ben, j'ai plein d'idées, donc oui, ben, pourquoi pas. J'ai plein d'idées d'expo, voilà. Je dois dire que par exemple, si je devais dire, moi je préfère les artistes, alors c'est un peu généraliste, mais c'est vrai que moi je pense que je préfère les peintres artistes femmes que les garçons. Voilà. Mais oui. Comment tu l'expliques? Je sais pas. Je trouve ça plus intéressant, plus dense, plus nouveau peut-être aussi parce qu'il y a des sujets ou des manières des manières de s'intéresser au réel qui me décalent par rapport à ce que je connais. Plus à même de réparer le monde. Comment? Plus à même de réparer le monde, comme le dit Francis Ponge. Oui, je pense que changer les points de vue. C'est plus de l'ordre du féminin que du masculin, de réparer le monde. Ah non. Non, mais bah oui. Je t'interroge. Si tu me demandes, oui. Alors si tu me demandes, oui, je pense que les hommes ont détruit le monde, ça c'est sûr. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Masculin, blanc, oui, bien sûr, ça y a pas de problème. D'accord. Alors, par rapport, je voudrais en revenir à tes apparences pour les avoir. J'ai pas regardé les 92, hein, j'en ai regardé 2. En tout Lesquels numéros? Mireille Blanc donc et Benetton. Ah oui, alors Mireille Blanc, c'est le premier, beaucoup. je crois. Oui, j'avais la gueule de bois. Alors, c'est pas toi qui fais l'interview. Alors si, Mireille Blanc. Ah oui, si. Pardon. Non, tu confonds. Non, après c'est Tracandi, pardon. Ouais, c'est Tracandi. Tu as demandé à Mireille de faire Tracandi ou alors j'ai pas demandé à Mireille, c'est que il y a une période que je voudrais continuer d'ailleurs, mais c'est en gros quand un artiste me dit tu devrais inviter machin. Donc là par exemple, très bon exemple d'émulation que je trouve très jolie, c'est Mireille Blanc me dit invite Tracandi. Je lui dis Mireille, tu vas y aller. C'est parce que tu n'avais pas envie d'inviter Tracandi? C'est pas que j'avais pas envie d'inviter Tracandi, c'est que Mireille est bien plus légitime pour inviter Tracandi parce qu'elle est fan. Donc moi j'ai aucun problème, je trouve ça vachement plus beau qu'elle invite Tracandi. De la même manière, il y a Cécilia Granara qui a invité James Bleudet. James Bleudet, c'est un ancien professeur des Beaux-Arts de Paris qui faisait un travail très rigoureux comme ça sur le dessin, un petit peu. Il y a un iPhone qui passe. Bon, c'est pas grave. Vous regardez les stories pendant que je parle, c'est quand même. Le fait est que il y avait donc Cécilia Granara me dit d'inviter James Bleudet. James Bleudet, c'est un professeur comme ça très technique il fait dessiner aux élèves un tableau de Rubens pendant une année. Voilà, pendant une année, c'est le même tableau, quoi. Donc c'est un peu dur, quoi. C'est un peu hard. Et à mon époque, James Bleudet, c'était le ringard. C'est-à-dire que dans les années 2000, aux Beaux-Arts de Paris, vraiment, on était là genre, oh là là, le ringard et tout ça. Et moi, je dois dire que comme j'étais dans cette ambiance-là, j'avais même décalqué le dessin de Rubens quand j'ai fait l'UV. Et j'ai eu mon UV juste parce que j'ai décalqué un truc que j'avais fait une table lumineuse. Et j'ai eu honte, j'ai triché, mais ça marchait, j'ai eu mon UV. Et voilà, c'est pour dire à quel point j'en étais dans un mépris comme ça contre ce mec-là. Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que la génération d'après, qui a aujourd'hui, on va dire, 34 ans, était totalement fan de James Bleudet. Ils adoraient ça. Donc ça va de Jean Clarac à Nathanaël Herbelin à Cécilia Granara. Et Cécilia Granara me parle de James Bleudet en me disant, avec des étoiles dans les yeux, quoi. C'est cyclique. Et je lui dis, trop bien, à ce moment-là, c'est toi qui vas interviewer. Et d'un coup, j'ai une jeune femme très jolie et très sympa et très bienveillante qui interviewe un vieux monsieur barbon technique et qui pourrait être un peu une blague d'école. Et c'est magnifique. Voilà. Mais Tracandi n'est pas un vieux monsieur. Non, alors là, je reviens sur Mireille Blanc et Tracandi. C'est que donc Mireille me demande de ça. Mireille interviewe Tracandi. Mireille ne connaît pas Tracandi. Et le lendemain, par hasard, Tracandi est à Paris. Ils se retrouvent et deviennent amis. Voilà. Et là, Tracandi, en plus, lui présente Olivier Sénat. Et 2 semaines après, Mireille a un article d'Olivier Sénat qui l'a mis en valeur avec son image dans Télérama, quoi. Donc ça, c'est de l'émulation. C'est ce que je veux dire. Encore une fois, quand on ouvre les fenêtres, qu'on fait des choses comme ça, qu'on tisse des liens, il se passe des choses. En fait, tu es un entrepreneur. Alors, si j'étais un entrepreneur, j'ai des gros problèmes d'argent, je vais pas te cacher. J'ai pas parlé. Alors, je suis un entrepreneur nul. Entreprendre ne sous-entend pas nécessairement budget. Hein. Oui. Alors, en tout cas, allez, on va dire, j'ai mon BAFA. Je suis un animateur. T'as ton BAFA. J'ai mon BAFA, je suis un animateur. Ah oui, c'est ça. Donc je sais, non, voilà. Et le fait est que moi, encore une fois, je pense que prendre soin de son biotope, ça peut être une chose intéressante, quoi. Voilà. Alors attends, tu viens de dire quelque chose qui m'intéresse. Tu dis prendre soin de son biotope. Alors tu penses bien que j'ai mais demandé à un certain nombre d'artistes qui me sont proches et que tu connais et qui sont dans la boucle d'ailleurs pour certains, comment ils abordaient cette histoire du musée d'Orsay. Je dois reconnaître qu'il y en a quelques-uns qui m'ont bien fait comprendre une chose que je trouve très positive, c'est comment tout ce que tu brasses dans l'ampleur de ton individu, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la générosité et de la communauté. C'est vraiment cela qui t'anime fondamentalement ?
Je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'arrive à créer une ambiance et qu'on garde pour l'instant de confiance, encore une fois, où ils me font confiance. On va dans une aventure qui est le musée d'Orsay. Ils font des compromis et tout ça, et ils me disent oui ou non. Moi, je vais pas me fâcher. Ils savent que je vais pas me fâcher s'ils disent non. On discute, voilà. Et là, il y a des problèmes, voilà, de cartel ou de choses comme ça. Et ben, on en parle et ils savent que s'ils appellent, je vais répondre et qu'il n'y a pas de mépris de ma part et que je me mets à leur place et que là, quand je fais un accrochage un peu osé dans le musée d'Orsay, je mets un artiste à côté d'un autre peintre, voilà, je vais les appeler avant pour les prévenir. Je les mets pas devant le fait accompli. Enfin, voilà, il y a un truc de soin, encore une fois, que j'aimerais qu'on me porte, mais que je porte aux autres parce que justement, je pense que c'est une manière de aussi montrer notre pouvoir, parce que ça c'est un autre point, c'est quand même que les artistes c'est ceux qui font l'art et ça j'en suis sûr et certain. On est d'accord. Et qu'il n'y a pas et que le fait d'être comme ça craintif par rapport à des institutions ou des systèmes ou des choses comme ça, faut pas oublier que tous ces systèmes-là dépendent à 100% des artistes, quoi. Et c'est une chose aussi qui, moi je dois dire, là, encore une fois d'un point de vue économique ou voilà, me pèse un peu, que je ne comprends pas. Ça c'est le rapport Racine, c'est un rapport moi je lis des rapports, je lis la Cour des comptes et les rapports comme ça. Chacun ses lecteurs. Ouais, mais ça m'intéresse le réel. Et dans le rapport Racine, il est démontré que les gens les moins bien payés du monde de l'art, c'est les artistes. Et c'est quand même un truc assez intéressant. Donc si vous voulez que je vous donne un exemple, et encore une fois, c'est pas pour le critiquer, c'est juste pour dire que c'est comme ça que ça marche et c'est quand même intéressant. On prend le budget d'un FRAC, Fonds régional d'art contemporain, qui est donc une chose qui est censée aider les artistes quand même. C'est comme ça le but, voilà, y a acquisition et tout ça. Il y a 63% de frais de fonctionnement, il y a 12% de frais d'acquisition, ce qui fait quand même, si on achète à une galerie, 6% pour l'artiste. Si on enlève les impôts et tout ça, ça fait 4%, 3-4%. Et donc voilà, la question c'est, tout ce monde-là, moi je n'ai rien contre les FRAC encore une fois, la question c'est qu'est-ce qui fait que si je fais une exposition en FRAC, et j'ose le dire, c'est pas grave, voilà, ils ne m'inviteront pas, c'est pas grave. J'ose le dire, si je suis invité dans une FRAC, je vais faire de la pub à la FRAC. C'est pas elle qui va me faire de la pub, c'est-à-dire que son travail ne marche plus. Et ça, c'est une chose très simple. Alors, attends, je finis. Et c'est une chose, parce que quand même, je dis un truc grave, parce que je ne vais pas me faire inviter après. Donc, qu'est-ce qui fait que je peux le dire? C'est qu'en fait, il y a la transparence maintenant d'Internet, où n'importe quelle FRAC de France a 2 fois moins de followers que moi. Que quand je dis moi, ça peut être n'importe quel. Là, je me dis moi pour prendre les coups. Hein. Mais on peut parler de tous les autres artistes de cette scène. C'est-à-dire qu'en vrai, je sais que c'est très dur de tenir. Je sais qu'ils n'ont pas d'argent. On s'est croisés au CIPAC, qui est le Congrès international des professionnels d'art contemporain. Il y avait 3 artistes dans la salle, alors qu'ils étaient 300. Donc déjà, il y a un problème de pourquoi il n'y a pas les artistes pour parler entre professionnels d'art contemporain, quoi. Mais le fait est qu'ils étaient tous malheureux, que le commissaire de la culture s'est extrêmement mal se comporté avec eux à ce moment-là, que le CNAP ils n'étaient pas bien non plus. J'ai vu une scène vraiment très très délitée, quelque chose de très arasé où personne n'était bien payé, et tout ça c'est très dur. Ça je dis pas le contraire. La question c'est que il y a un moment il faut qu'ils retrouvent les artistes, il faut qu'il y ait de la vie là-dedans pour que ça soit plus. Thomas. Thomas. J'étais étonné qu'il me coupe pas la parole avant. Thomas, le curseur, c'est vraiment les followers? Mais non, mais... Si, tu le mets sur le tapis comme si c'était vraiment le truc de référence. Je vais le mettre, oui, pour un artiste, être vu, c'est important. Non, mais être vu. Oui, mais donc, on n'est pas vu sur Instagram. La peinture, c'est incarné, que je sache. Alors, tu m'as dit... alors, je vais faire une petite bassesse. Tu m'as dit que tu avais invité quelqu'un d'art contemporain très important ici et qu'il y avait 4 personnes et que tu étais très gêné. Là, je ne vais pas dire son nom, mais le fait est que là, on est un mardi, il y a du monde. C'est super, merci d'être là. Mais c'est bien la preuve que ça marche sur Instagram. Parce que si j'avais pas Instagram, il n'y aurait personne. Hein. C'est pas sûr. Et puis c'est bon. Je le répéterai. Si, moi je suis pas dupe. Hein, je le répéterai, c'est pas le nombre qui fait la qualité. Mais non, mais la question, par contre, c'est que le fait est que là, tu vois, moi j'étais même surpris, j'ai appris ça lundi dernier, que Sylvain Amic, le directeur du musée d'Orsay, nous a annoncé que quoi qu'il arriverait, il y aurait 10 000 ou 17, il y aurait de 10 000 à 17 000 spectateurs. Mais attendons le chiffre avant de l'annoncer. Non, parce que c'est si. Il y a des réservations et tout ça, mais c'est pas grave. Le fait est que n'importe quel artiste qui était dans la salle, il y en avait 35, on était tous là, genre, wow.
Parce que c'était beaucoup plus que ce qu'on a en galerie ou dans un centre d'art, encore une fois. Si vous voulez un autre point sur les fracs, ça coûte 28 millions d'euros par an, donc entre la région et l'État. C'est divisé par 2, donc 14 millions. Ça fait, pour 28 millions d'euros, ça fait moins de 2 millions de visiteurs par an. Tous les fracs réunis, il y en a 22. Voilà. Donc c'est quand même, ça fait cher la place au cinéma, quoi. Alors, c'est un peu je suis un peu pris entre deux feux parce que je trouve que tu développes une action qui est tout à fait bénéfique et positive, et puis tu t'appuies sur tellement de relevés, de compteurs. Tu es presque un comptable. Complètement. C'est un peu agaçant. Je vais dire les choses très simplement, c'est que je pense que les gens qui sont au pouvoir ne travaillent pas. Ils se pensent. C'est facile à dire. J'arrive. Ils ne travaillent pas, ils ne pensent pas. Ils ne réfléchissent pas parce qu'ils ne souffrent pas à l'intérieur de leur corps. Parce qu'eux, ils ont un salaire, ils ont un machin et tout ça. Moi, je viens d'artistes. Oui, ils ne sont pas artistes, ça c'est sûr. Mais oui, mais les artistes, ils n'ont pas besoin de souffrir. Mais je n'ai pas dit qu'ils avaient besoin de souffrir. La question, c'est que là, moi, j'invite des stars et que je vois des stars qui souffrent. Et donc, même moi, je ne peux pas me projeter, quand je dis des stars, des gens qui ont des expositions dans des musées importants, dans des rétrospectives à Beaubourg, je ne vais pas donner les noms parce que voilà, et je les vois souffrir. Et ça, c'est vraiment une question. Je les vois souffrir. Pourquoi ils ont à souffrir comme ça ? Et ça, ils souffrent de quoi ? Ils souffrent de gens dont c'est le métier de les mettre en valeur normalement. Et donc il y a quand même un problème. Voilà. Et je veux bien comprendre que dans ta posture, tu ne puisses pas le relever ou le sentir ou le voir. Je te dis que dans ma pensée... Simplement, je ne pense pas qu'il y ait 25 000 stars, comme tu dis, qui souffrent comme tu le laisses entendre. Il ne faut pas non plus résumons les des choses. Cas généraux. Là. Non. Si, attends, arrête un peu. C'est simple, Gérard Garousse, il a sa rétrospective à 75 ans. À quoi ça lui sert ? C'est absurde. Que Françoise Petrovitch n'ait pas de rétrospective aujourd'hui dans une... Bon, attends, ne te plains pas sur Françoise Petrovitch, la BNF, le musée de la vie romantique. Elle n'arrête pas d'être présente. Ouais, je défends complètement Françoise. Je l'ai montré il y a 15-20 ans. Alors, j'invite... Il ne faut pas exagérer. J'invite nos auditeurs à comparer comment j'interviewe Françoise Petrovitch et comment tu l'as interviewée à Drawing Now, où j'ai vu Françoise Petrovitch se fermer en une heure. Là, tu cites un cas de figure particulier par rapport à l'intervention. Tu étais très agressif avec elle. Non, mais tu mélanges un peu trop facilement tout, là. Non. Ah, non. Si. Mais non, ce qui est drôle, c'est que je mélange rien et que je suis extrêmement sérieux et rigoureux et que je donne des chiffres sérieux et rigoureux parce que justement, ce qui est drôle, c'est que dans ce milieu-là, plus on est précis et sérieux et concret, plus ça crée des vagues. C'est ça qui est drôle. D'accord. Mais il y a autre chose, par exemple, que je voudrais dire. Pour les apparences, si j'ai bien compris le fonctionnement de tes apparences, tu as une espèce de canevas de questions que tu poses à chaque artiste. C'est-à-dire que ce n'est pas un interview. C'est un formulaire. Ouais, et j'essaie de ne pas couper la parole aux artistes, ce qui n'est pas facile sur oui, mais Zoom. C'est très bien à la radio de couper la parole parce que sinon on s'ennuie tous. Je l'ai appris à France Culture. Tu travailles à France Culture là ? Oui. Oui. Et alors, parce que là en ce moment, à France Culture, en ce moment, il n'y a plus d'émissions. Oui, mais à l'époque, on en faisait. Dommage. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde ? Oui, la réponse. Ça, encore une fois, c'était mon côté animateur BAFA, chez mon BAFA. Journaliste. C'était une manière c'était une manière aussi de faire. C'est un formulaire, je veux dire, c'est pas un interview. Voilà les questions. Quelles sont les réponses ? Oui, mais c'est pas mon métier, je gagne pas d'argent dessus. Je fais un truc généreux à inviter quelqu'un comme ça. Chaque artiste qui regarde les apparences a envie de se projeter à répondre même aux questions et ça crée de l'émulation. Donc oui, j'assume complètement ce et le fait que ce soit pas incarné, que ce soit en visio. Alors, c'est pire que tout. Mais c'est pire que tout. Moi, j'ai fait 350 entretiens, je les ai jamais fait en visio, je les ai fait en direct à l'atelier. Et tu les as plus et ils savent rien parce qu'il n'y a pas de. Tu m'as dit que tu les as pas partagés. Bien sûr que si, ça a été on parlait de tes trucs, des émissions de radio là que je voulais les récupérer pour les mettre sur la chaîne et tout. Oui, on peut peut-être en parler un de ces quatre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, moi je cherche l'efficacité. Voilà. Donc je fais un truc. C'est le moindre. Si on pourrait dire que c'est que c'est. Oui, j'aime bien couper la parole. Ouais. Est-ce que l'efficacité aujourd'hui, avec le type de médias qu'on a, ça baisse pas en termes de qualité ? Bon, allez, je vais être prétentieux. Je pense que c'est les meilleures interviews que j'ai fait. Les meilleures interviews de chaque artiste des apparences, c'est moi qui les faites. Voilà. Il n'y en a pas d'autres mieux. Et je lis beaucoup de livres et tout ça. Non, tu n'as pas lu les 60 entretiens que j'ai faits. Oui, je veux bien aller les voir si tu veux, mais bon. Non, mais on ne va pas faire. C'est pas la guéguerre. Hein, et en plus, non, c'est pas mais du tout le propos. On défend la même chose, ce qui est quand même pas mal. Alors, moi, je la défends depuis 2 ans. Toi, tu la défends depuis 30 ans. Et il faut dire que j'ai quand même plus de résultats en 2 ans qu'en... Ah non. Alors là, attends. Ça Thomas, pose une question, je te donne rendez-vous. Je ne serai pas là. Dure jusqu'à 40 ans.
Mais j'ai pas envie de durer jusqu'à 40 ans. Là, je fais une chose comme ça. Encore une fois, c'est pas le point. Je te dis ça pour te dire que moi, je pars dans une situation complètement abîmée. Bah oui, mais je pars dans une situation abîmée, arasée. Voilà, je vois Isabelle Gounod qui est ici, qui était ma première galeriste, qui a invité plein d'artistes, qui avait plein d'artistes peintres et ça. Ils ont eu tous des carrières très difficiles. On est d'accord, quoi. Voilà. Donc c'est pas évident de. C'est facile de dire ça de loin. Tu pourrais ça. dire Moi, aussi je pars que la galerie a une carrière difficile. Comment ? Les galeristes aussi. Mais je dis pas le contraire. Hein. Encore une fois, non, mais il y a pas trop. Enfin, on y arrive. Je pars du principe que les artistes, si tu les aides, si tu les portes, il se passe des choses géniales. Donc, moi, j'adore l'histoire de l'art, et donc l'histoire de l'art n'est que ça. Voilà. Je pense, par exemple, que Abdelkader Benchama, qui a une commande en ce moment pour faire un métro, une station de métro dans le Grand Paris, c'est juste génial. C'est juste génial, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire d'un coup, le mec il faisait des grands formats en pensant que c'était des grands formats et c'était 4 mètres sur 5, et d'un coup il a une station de métro à faire, quoi. Trop bien. Et il s'est éclaté, j'en ai parlé avec lui, c'est génial, quoi. Et donc moi ce que je tiens à dire, c'est que c'est juste une ressource incroyable d'énergie, de plaisir, de joie pour une société qui est assez malade quand même aujourd'hui, d'utiliser ces artistes, et que je trouve que c'est du gâchis d'avoir des artistes aussi bons, aussi généreux, aussi impliqués, aussi vivants, aussi cultivés, aussi passeurs aussi de l'art, parce que ça on pourrait en parler du snobisme dans l'art aussi. Le fait est que ces artistes-là, ils ne sont pas assez utilisés. Et je trouve ça dommage. Je pense à un artiste comme Gilles Ayot, qui est c'est un exemple que je prends à chaque fois, qui est un artiste qui est un génie, on ne va pas se mentir, c'est génial. Pour moi, c'est génial. Il est vraiment des facilités de partout. À chaque fois qu'il fait un truc, c'est beau, ça fait chier. Je suis jaloux. Mais le fait est qu'il n'a pas eu une carrière, ou il n'a pas eu, pour moi, une vie, il n'a pas fait une œuvre aussi importante que ce qu'il aurait pu faire si, à mon avis, il avait eu plus de rapport avec la société, quoi. Voilà. Alors, pour reprendre ton exemple d'Abdelkader Benchama, je voudrais quand même te rappeler, ou du moins t'apprendre, qu'il y a 5 ans, il a fait un truc monumental à la Cité des Sciences, qu'il a déjà, moi je ne bois pas en parlant, c'est après, qu'il a déjà eu d'autres commandes ailleurs. Je veux dire que c'est pas tout d'un coup un truc qui lui arrive. Ça fait, toute sa carrière, elle marche très bien. Ça. C'est gentil. Elle marche bien. Non, mais on est d'accord sur beaucoup mais moi, de choses. Abdelkader, ça marche très bien. Mais là, encore une fois, par exemple, si on parle juste, c'est une blague que j'ai, enfin, si on parle de politique culturelle, c'est quand même intéressant de se dire que le musée Soulages à Rodez, c'est 400 000 personnes qui vont par an. Donc ça veut dire que s'occuper des petits peintres comme ça, il y en a 80 là, on peut s'en occuper de 10, de 12 comme vous voulez, mais s'occuper d'un peintre comme ça, et ben en fait ça crée une économie, ça crée des choses pour le pays, quoi. Et donc voilà, et je pense encore une fois que dans un cadre de dérive climatique où on va être dans l'ère des fake news, où on se rend pas compte, on ne croit pas au pouvoir des images, parce qu'il n'y a personne qui raconte le pouvoir des images, alors que on joue à s'attaquer à MeToo, alors que les 3 quarts des enfants regardent des pornos sur Internet. Non, mais c'est une vraie question. C'est pas, je dis pas ça en rigolant. Je trouve ça dramatique d'apprendre la sexualité par le pornographie. Je trouve ça vraiment dramatique. Toutes ces choses-là, toutes ces questions-là de l'histoire, c'est très lié pour moi à cette chose en amont des images, en amont de tout, qui est la peinture, qui est de penser une image, de penser en peinture, de penser avec la peinture et avec l'image. Et là, je trouve que ces artistes-là, pour moi, ils ont une manière de m'informer sur la société, de m'informer sur le monde, que je trouve dommage de priver plein de spectateurs. Voilà. Et donc moi, c'est vrai que j'essaie d'ouvrir les fenêtres, de dire où ils sont là. Ça marche pas pour l'instant, on va pas se mentir, parce que là j'ai 450 000 alors tu vas me dire que c'est des chiffres, mais oui, c'est des chiffres. Je donne des chiffres, je m'en fiche. Il y a 450 000 personnes qui ont vu les apparences. Ça veut dire que je touche à peu près le milieu de l'art et tout ça. J'ai adoré toucher d'autres milieux, mais par exemple une des choses qui m'a beaucoup touché sans le savoir, parce que je regardais les statistiques, c'est concret, quoi. Et d'un coup, je pensais que c'était par exemple une émission très parisienne. Et en fait, il y a 8% de Parisiens qui regardent les apparences. Donc c'est 5% de New-Yorkais. Et le reste, c'est que de la francophonie, les territoires et tout ça. Donc c'est quand même, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, je comble un besoin. Je trouve ça intéressant. Oui, non, mais là-dessus, je ne discuterai pas, et que le besoin, il est très bien. Mais effectivement, pour en avoir la mesure, il faut se déplacer aussi. Il ne faut pas simplement le faire par visio. Il faut aller voir sur le terrain. Et en France, quand tu te déplaces, ça fait 40 ans que j'ai pris
mon sac au dos et que je me promène en France. Quel privilège. Non, c'est pas un privilège. Bien sûr. Non, j'ai choisi de le faire, comme toi tu fais les Bah apparences. Oui, mais c'est un privilège de pouvoir Simplement, le faire. je l'ai fait On en peut pas demander ça à incarné, tout le monde. c'est tout. Oui, mais moi, ce que je demanderais à quelqu'un qui aime l'art et tout ça, c'est d'aller une fois par semaine dans une galerie ou dans un musée ou dans un centre d'art. C'est-à-dire, en gros, encore une fois, on peut pas tout voir, tout machin, tout non, bidule. Voilà. C'est exact. Et surtout on peut tout pas voir, tout tout machin, machin, tout comme tu bidule. dis. Je suis en train de chercher d'ailleurs un élément, parce que on va donner la parole au public quand même. Je voudrais donc vous informer que la Galerie des Filles de Calvaire, avec les Beaux-Arts de Paris, j'essaie de citer... L'École des Beaux-Arts de Paris, on a une monographie. 288 pages. Ça sort début décembre. Incroyable. 288, Incroyable. Vous avez bien entendu. Combien d'illustrations? 288 pages. L'illustration, je ne sais plus le chiffre. Mais pas possible, Thomas. Et ça s'appelle C'est la première monographie? Ouais, et ça s'appelle La fin du banal parce que l'idée, c'est que j'étais un peintre du banal et que d'un coup, justement, avec la dérive climatique, le banal que je peignais en étant très fier de moi, il tombe sous mes doigts et d'un coup, je ne peux plus l'attraper puisque je ne sais pas ce que je peins qui va disparaître. Et donc d'un coup, voilà, ce que raconte ce livre, c'est 20 ans de peinture, mais ça raconte également la vie de tout le monde, c'est-à-dire à quel point il va falloir faire le deuil de la vie qu'on avait avant. Sympa. Je trouve ça triste de l'avoir appelé La fin du banal, parce non, que pour moi, ça veut dire que l'asperge de Manet est morte. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et d'ailleurs, si tu veux, on peut en parler. C'est pourquoi les activistes de Stop Oil et tout ça s'attaquent au tableau pour parler de la dérive climatique. Moi, je dois dire que je suis 100% pour, parce que je trouve ça très, très légitime et avec beaucoup de sens. D'une part, ils attaquent des tableaux qui sont couverts avec des vitres et tout ça, donc c'est symbolique. Et d'autre part, c'est une vraie question de pourquoi garder les tableaux en conservation, pourquoi conserver ces chefs-d'œuvre de l'art qui montrent un monde qu'on laisse complètement à la dérive et qu'on ne conserve pas du tout. Et donc d'un coup, ces tableaux-là, si on les conserve et qu'il n'y a plus d'humains pour les regarder, ça n'a aucun intérêt. Donc finalement, de la même manière, chance, les 80 artistes qui vont être à Orsay, c'est juste quelques heures, ils ne vont pas rester trop longtemps au musée. Alors figure-toi qu'il y a une discussion. Cet après-midi, j'étais en réunion de. Je ne sais pas si je devrais le dire en caméra, mais c'est pas grave. J'étais en réunion de sécurité avec les gens d'Orsay et s'est posé la question des gens qui allaient jeter de la soupe parce que comme c'était un événement, ils avaient peur de. Et donc j'ai tout de suite dit, voilà, qu'ils jettent de la soupe sur mon tableau, ça me va très bien. Voilà, indiquez-leur mon tableau. Voilà. Je l'assume, c'est pas grave. Et le fait encore une fois, le fait que ça ne dure que 7 heures ou je sais pas quoi. Bah oui, c'est réel. On a fait un compromis, on s'est mis ensemble, on a parlé, et c'est beau parce que ça existe plutôt que ça n'existe pas, quoi. Et je trouve ça plus beau d'amener 80 peintres 7 heures dans un musée comme le musée d'Orsay et d'ouvrir un peu les bras comme ça et d'ouvrir un peu les fenêtres dans ce milieu, plutôt que de rien faire. Ah non, oui, que de rien faire, on est bien d'accord. Et là, j'applaudis avec eux. Mais il y a d'autres manières aussi de faire. Et de faire moi, en faisant des expositions Qu'est-ce qui te plaît, avec un choix limité d'artistes. Oui, mais moi je demande des faits. Parce que là, par exemple, tu as critiqué le Moco ou tu as critiqué Voir en peinture, mais le fait, ou les apparences à Perpignan où tu n'es pas venu, mais franchement, non, je ne suis pas venu. Mais le fait est que là, on commence à peine, justement. Donc c'est bien qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est plutôt une espèce de... Moi, ce que je veux faire, c'est un appel d'air pour donner l'énergie à tout le monde, à montrer que c'est faisable, quoi. Voilà, en tout cas, tu as de l'énergie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, c'est même pas, je suis fatigué aujourd'hui. Ah bon, en plus, il est fatigué. En tout cas, ne manquez donc pas d'aller le 19 septembre. Ah oui, attends, parce que je fais une pub alors, parce que j'ai une rétrospective, figurez-vous, à vendredi, à Chelles, ça s'appelle La fin du banal, parce que c'était en... Voilà. Pas très original comme titre. Non, et il y a 20 tableaux, 9 aquarelles, un fusain géant, voilà, des vrais chiffres, voilà. Et voilà, Chelles, voilà, et Chelles, c'est jusqu'au 17 novembre, et c'est 10 minutes de la gare de l'Est, donc c'est pas si loin, ça a l'air loin, mais c'est pas loin. Moi j'y vais à vélo, donc soyez sympa, c'est 25 km à vélo, 50 aller-retour, donc voilà. Quand j'y vais à vélo. Et si vous allez à Chelles, vous pouvez passer par Romainville. Et à Romainville, qu'est-ce que vous allez voir? Beaucoup de peinture. Oui, j'y étais dimanche, dans les galeries. Parce que, quoi qu'il en dise, la peinture, on la voit beaucoup. Oui, alors on la voit beaucoup dans des institutions privées pour des collectionneurs et tout ça. Et encore une fois, c'est pas l'endroit où des gens qui ont peur d'aller en galerie ou qui connaissent pas ce monde de l'art vont avoir accès. C'est quand même merveilleux d'avoir inventé un truc gratuit à Paris qui s'appelle les galeries d'art et que d'un coup les galeries soient pas très pleines, quoi. C'est quand même qu'est-ce qu'on a raté dans cette histoire, quoi. Moi, je pense que les artistes, ils adoraient être plus vus. Donc il y a une vraie question de qu'est-ce qui ne marche pas dans cette histoire. Non mais je rebondirai là-dessus en disant que
Je suis complètement d'accord avec toi qu'il faudrait que soient mis en place de manière périodique, je pense, des manifestations, comme peut-être celle du jour des peintres, ou bien une biennale sur la peinture. Pourquoi pas? Ce serait très très intéressant. Et je ne sais quelle autre modalité. Oui, mais il reste à le faire, quoi. Mais le fait est que, comme ma galerie Stella, moi, quand je suis dans ma galerie et que j'ai une expo et qu'il n'y a personne, je hurle dans la galerie. je crie au scandale parce que je trouve ça dingue que ça soit vide pendant 1 heure ou 2. Enfin, je trouve ça horrible, quoi. Voilà, ça me déprime totalement. Alors donc la monographie. Donc on peut rigoler sur les chiffres et tout ça, en début décembre. On peut rigoler sur les chiffres et tout ça, mais le fait est que, encore une fois, un artiste. Ça, c'est une chose que m'a dit Nicolas Milovanovic, qui est le conservateur du Louvre dans les apparences, que j'ai fait en hors-série avec lui. Il m'a dit un truc qui m'a presque ému aux larmes. Il m'a dit un tableau exposé, en fait, il va mieux, il est en meilleure santé qu'un tableau en stock. Parce qu'on le regarde, et quand on le regarde, eh ben, il vit plus. Et donc, en fait, au contraire de ce qu'on pourrait croire, il s'abîme plus en réserve que montré, quoi. Et voilà. Et donc, moi, je suis pour qu'il y ait des regardeurs devant les tableaux, ça c'est sûr. Alors, j'ai envie de conclure, avant de vous passer la parole, parce que j'adore cette formule que j'avais apprise de Gaziurovski. Cet immense artiste, immense. Que j'ai exposé dans les apparences à Perpignan. Que j'ai montré en 2004 oui, à Malakoff dans une exposition qui s'appelait État de peinture. Il n'était pas né. Et il citait Braque. Et j'aime cette citation parce qu'elle colle aussi à la peau et à la personnalité qu'était Gaziurovski, que j'ai eu l'immense bonheur de très bien connaître. Donc il disait ceci, Gazio citant Braque: dans le plus grand dénuement, le peintre a toujours sa merde pour peindre. Ce à quoi on pourrait ajouter, parce que c'est là où je pense qu'on peut trouver la peinture, la fameuse formule de Antonin Artaud: là où ça sent la merde, ça sent l'être. C'est beau, non? C'est beau, mais c'est un peu. Ah, ça te parle pas, toi? Non, c'est un peu dans le caca, quoi. Et non, moi, j'aime l'être. Non, mais oui. Antonin a raison. Oui. Là où ça sent la merde, ça sent mais l'être. on a une discussion sur l'être. Moi, je crois pas à l'être, alors. Donc, encore une fois, alors, si j'étais encore taquin, je dirais tu crois plutôt au paraître. Oui, je crois aux apparences. Oui, c'est les apparences. Donc, il n'y a pas de monde. On laisse la parole au public. Il n'y a pas de monde derrière. Sinon, je voulais juste citer une phrase de Georges Braque que j'aime beaucoup, qui dit qu'un tableau est fini quand il n'y a plus d'idées dedans. Ce que je trouve intéressant parce que d'un coup, c'est assez loin de justement une peinture conceptuelle. Voilà. Les questions dans le public. Merci. Alors, je vous rappelle que c'est le 19 septembre. Oui, 19 septembre, 14h, 21h30. 14h, 21h30. C'est-à-dire que vous avez 7h30. C'est-à-dire que vous avez 450 minutes. C'est-à-dire que vous avez à peu près 6 minutes par artiste. Bonne chance. Ah oui. Tu voulais des chiffres, tu les as. 6 minutes par artiste, là? Oui. Mais non, 7 heures. 6 x 8, 48, 480. Qui regarde un tableau 6 minutes? Personne, en vrai. 6 minutes.